La démission de l'ambassadeur Joseph Paré, les autres accusés de l'autorité supérieure du contrôle d'État, la polémique sur les OGM sont les sujets majeurs abordés au cours de la conférence de presse du gouvernement de ce matin. Des interviews exclusives vous seront proposées dans cette édition. Une centaine d'investisseurs privés à Bagré-Pôle pour une meilleure préparation de leur projet d'investissement. C'était hier et aujourd'hui. Ces investisseurs sont réunis à Ouagadougou après avoir touché du doigt les potentialités dont regorge Bagré-Pôle. Mesdames, Messieurs, merci de suivre le 13h15 de la télévision nationale. Bonjour et bienvenue à tous. Premier point abordé au cours de la conférence de presse gouvernementale et qui déferle la chronique, c'est la démission du professeur Joseph Paré, ambassadeur du Burkina en France. Il serait aussi question de la démission d'un autre ambassadeur. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, se prononce au micro de Adama Coulibaly. Oui, il est avéré que l'ambassadeur Paré à Paris a déposé une lettre de démission. Première chose. Deuxième chose, le dépôt d'une lettre de démission ne signifie pas que l'ambassadeur Paré est coupable de quoi que ce soit. Sa culpabilité, c'est la justice qui va l'établir. C'est pour vous dire simplement que chaque étape a sa valeur, a sa portée, et qu'il ne faut pas qu'on fasse des amalgames. Oui, et le ministre des Affaires étrangères l'a dit, la démission relève de chaque individu. Vous êtes à une situation de responsabilité et vous demandez à être dessaisi, vous déposez votre démission. Il a posé un acte dans ce sens. Deuxièmement, vous parlez de l'autre ambassadeur. Je ne peux rien vous confirmer parce que je n'ai pas d'autres informations en la matière. Mais une chose est sûre, le Premier ministre a demandé à l'autorité supérieure de contrôle de l'État de lui fournir dans un délai de 10 jours la liste des personnes identifiées dans tous les rapports comme responsables de fautes lourdes. Et les sociétés de construction ont également été citées dans le rapport de l'autorité supérieure du contrôle d'État. Notre reporter s'est intéressé à la question de connaître les sanctions que peuvent encourir ces sociétés et c'est toujours le ministre Alain-Édouard Traoré qui répond. Concernant les sociétés en question, la réflexion est en train d'être menée parce qu'on est dans un état de droit et ça je le répète à tout moment. Qu'est-ce qui caractérise l'état de droit ? C'est la primauté du droit. Ça veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose, on condamne, on sanctionne en vertu d'un droit qui existe, d'une loi. Et quand cette loi n'existe pas, quand quelque chose n'est pas prévu en la matière, il faut trouver des solutions où il faut envisager de nouvelles dispositions, de nouvelles lois, etc. C'est pourquoi un état de droit n'est jamais accompli et que chaque jour, c'est pourquoi il y a des assemblées nationales pour pouvoir voter de nouvelles lois, pour régler de nouvelles situations, etc. Nous sommes en train de vouloir trouver des solutions à cette pléthore de sociétés qui exécutent mal les marchés publics, qui font du mauvais travail ou qui, en fait, sont des acteurs aussi de la corruption dans notre pays. Et ça, c'est aussi un élément d'engagement. On vient à cette récente étude publiée par des chercheurs français démontrant des effets nocifs des organismes génétiquement modifiés OGM. Quelle réaction du gouvernement face à ces résultats, puisque le Burkina est impliqué dans la culture des OGM? Adama Coulibaly a recueilli les propos du ministre des Ressources animales. Chaque résultat scientifique doit être placé dans son contexte. C'est en cela qu'il est difficile souvent d'en tirer tout de suite des conséquences ou d'en tirer tout de suite des dispositions à prendre. Je pense que pour le chercheur burkinabé, pour le monde agricole burkinabé, c'est une information qu'il faut savoir. Maintenant, le contexte, comme je l'ai dit, en matière de santé animale, en matière de santé humaine, les passerelles qui existent, il faut pouvoir donc
réadapter cette étude-là, sinon mener d'autres études pour pouvoir vérifier concrètement quelles peuvent être les implications sur l'homme, quelles peuvent être les implications sur d'autres animaux. Mais il reste entendu que cela peut commander, bien sûr, que l'on revise certaines dispositions réglementaires pour simplement dire est-ce qu'on faisait des études sur des termes suffisants pour détecter des effets ou pas, ou est-ce que les conditions dans lesquelles ces études ont été menées, est-ce que si on répète ces études ailleurs ou avec d'autres produits, est-ce qu'on obtiendrait les mêmes résultats? Il faut plutôt voir qu'est-ce qui a causé l'effet nocif de cet événement génétique qui a été mis donc dans cette variété de maïs. Est-ce que toutes les autres variétés auraient causé les mêmes effets? Je vais simplement dire que c'est une information utile que nous prenons, mais c'est une information qu'il faut pouvoir utiliser et l'évaluer au cas par cas des événements génétiques qui existent et pouvoir donc tirer les meilleures conclusions dans l'utilisation de cette technologie. Et le ministre des Ressources animales a également donné plus de précisions sur le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Le déroulement de l'opération et les critères de sélection des bénéficiaires dans le domaine des ressources animales ont ainsi été dévoilés, toujours au micro de Adama Koulibaly. Nous comptons finir cette phase de sélection d'ici la fin de ce mois, de septembre. Par la suite, ils recevront, tous les bénéficiaires, donc, une formation sur les techniques, une formation en entrepreneuriat agricole, puis à compter du mois de novembre et décembre, nous comptons donc procéder à la remise des kits qui consiste simplement à leur construire 2 poulaillers et à les équiper de tout ce qui est nécessaire, non seulement les animaux, mais aussi tout l'équipement requis pour l'alimentation, pour les soins, avec l'accompagnement technique de nos services et du privé pour que cet élevage puisse permettre de générer, comme nous le prévoyons, en moyenne 40 000 à 50 000 francs de bénéfices par mois à chaque bénéficiaire. Mais au regard des expériences passées, ce que nous disons, il faut que la volonté soit marquée. La volonté du bénéficiaire. Dans une commune, tout le monde se connaît presque. Et il y a aussi au niveau des critères des prérequis. Nous avons des gens qui ont été déjà formés en aviculture et qui n'attendent que des opportunités pour se mettre en activité. Nous avons également des gens qui ont été alphabétisés. Ça, c'est un critère fondamental sur lequel nous insistons. Il faut que celui qui va bénéficier de ce programme puisse effectivement en faire une entreprise d'élevage. Cela suppose un minimum de maîtrise de la tenue, donc, j'allais dire, d'un compte d'exploitation. À la limite, il faut savoir lire et écrire pour pouvoir donc lire les fiches techniques, pour pouvoir tenir un minimum de compte, etc., etc. Voici donc pour la synthèse du point de presse gouvernemental de ce jeudi 20 septembre. Ils étaient une bonne centaine à se rendre à Bagré-Pôle toute la journée d'hier. Les investisseurs privés intéressés par le pôle de croissance ont ainsi pu voir les potentialités du site pour une meilleure préparation de leur projet d'investissement. Le point avec Aboubakar Sagnon. Bagré-Pôle n'est plus une vue de l'esprit pour les investisseurs nationaux et étrangers. Cette visite leur a permis de découvrir une partie des 400 000 hectares aménagés sur les sites. Ici, on peut produire presque tout, du maïs, du riz, en passant par des spéculations maraîchères, mais également des fruits tels que la papaye et la banane. En plus de l'agriculture, des zones pastorales destinées à l'élevage sont disponibles. Sous les pieds de l'unité de production d'aliments pour bétail, ils apprennent que l'usine a une capacité de production d'1 tonne par heure et qu'elle peut produire aussi des aliments pour volailles et pour poissons. Les visiteurs sont également passés par le centre d'élevage apicole capable de produire 120 tonnes de poissons par an. Autre infrastructure visitée, le barrage de Bagré.
Avec ses 1,7 milliard de mètres cubes, le barrage et ses systèmes d'irrigation ont démontré que la disponibilité et la maîtrise de l'eau pour les activités de production et de transformation sont une garantie. L'énergie y est aussi disponible car le barrage peut produire 16 MW d'électricité. Des potentialités et des infrastructures qui ont charmé les investisseurs. C'est une visite ce matin qui nous a vraiment impressionnés, dans le sens où j'ai trouvé un site assez immense. Je ne m'attendais pas à avoir une telle immensité d'espace aménageables, d'espace cultivables et également beaucoup d'eau. Parce que là, l'eau en agriculture et en élevage, c'est très important. Donc j'ai le sentiment qu'il y a une maîtrise totale de l'eau. Et puis l'infrastructure d'électricité aussi, c'est quelque chose qui est très important quand on veut investir un peu plus loin dans la transformation. Nous sommes très intéressés. C'est un site qui a beaucoup de, un futur brillant devant lui avec beaucoup d'opportunités. Donc ce que nous venons faire maintenant, c'est voir un peu comment on peut aller de l'avant. Nous sommes ici pour étudier la possibilité de faire une ferme modèle et un centre de formation pour que les agriculteurs puissent être formés aux meilleures techniques agricoles. Nous sommes 40 000 en Italie. C'est la forte représentance en Italie des Burkinabés là-bas. Donc ils sont prêts, que ce soit l'élevage, que ce soit au niveau de la culture maraîchère. Et donc dès que nous on rentre, on va rendre compte de ce qu'on a vu et ils sont prêts à participer. Le village de Bagré est aussi un site touristique. À cet effet, les visiteurs du jour se sont rendus au centre écotouristique de Bagré, construit sur les berges du barrage. Une infrastructure d'hébergement à la hauteur des ambitions du projet. Et ces investisseurs privés intéressés par le pôle sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou et nous reviendrons bien entendu sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Les membres du comité régional de pilotage des projets et programmes de l'autorité du bassin du Niger, eux, poursuivent leurs travaux à Ouagadougou. Une dizaine de dossiers seront ainsi passés en revue au cours des 3 jours que durera la concertation. La lutte contre l'ensablement dans le bassin, la gestion des ressources naturelles et bien d'autres sujets sont abordés. Adama Koulibaly. Au 3e jour de la rencontre des experts et partenaires de l'autorité du bassin du Niger, le comité régional de pilotage des projets et programmes est à l'honneur. Il va s'agir pour cette instance d'apprécier l'évolution des différents projets et programmes mis en œuvre dans le cadre du développement du bassin du Niger. La lutte contre l'ensablement du bassin du Niger, l'assistance à la gestion des eaux souterraines, le développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes sont autant de projets soumis à examen. Conference we are holding in Burkina Faso within this 1 week. C'est la deuxième conférence du genre que nous tenons au Burkina Faso en une semaine. Donc le comité d'évaluation a pour rôle d'évaluer ce qui a été fait et essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler pour améliorer certaines choses. Le comité va donner des directives, n'est-ce pas, à l'ABN et aussi les attentes de cette réunion, ce sont les contributions, n'est-ce pas, pour améliorer le travail qui a été fait et voir les faiblesses et les forces de l'institution afin de travailler pour aller de l'avant. Depuis 2008, les usagers du bassin du Niger sont associés aux différentes rencontres. Au Burkina, 5 régions sont couvertes par le bassin du Niger, dont le Sahel, qui a pu bénéficier des retombées du programme de lutte contre l'ensablement du bassin du Niger. Je crois qu'on a eu un double impact au niveau des résultats de ce projet-là. Non seulement un impact dans la protection et la restauration des ressources naturelles, mais il y a aussi un deuxième impact qui a permis quand même de créer un tissu économique au niveau des ménages, des populations à la base. En tout, plus de 125 milliards de francs CFA sont mobilisés pour les 45 actions à mener au niveau de l'ABN, dont 22% pour le Burkina Faso, soit 28 milliards de francs CFA. En politique, les dernières journées parlementaires de la 4e législature du groupe Congrès pour la démocratie et le progrès se sont ouvertes ce matin à Ouagadougou. Et ces journées sont portées par le thème de la solidarité entre anciens députés et députés en exercice, forme et modalités. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour, comme nous le rapporte Sylvain Vebamba. Le groupe parlementaire CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, est des 4 groupes constitués à l'Assemblée nationale. Au cours de la législature qui s'achève, celui qui aura marqué, à en croire son premier responsable,
le Parlement burkinabé en quantité, 73 députés sur 111, et en qualité. Au niveau de notre groupe parlementaire, le bilan était globalement positif. Il était positif au plan du travail que les députés du groupe ont eu à effectuer au niveau de l'hémicycle, c'est-à-dire le travail de contrôle de l'action parlementaire, le travail de législation et le travail d'information. Et je pense que si vous consultez les documents de l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte que beaucoup de nos députés, les députés du groupe CDP, ont été rapporteurs pour la plupart des lois. Alors, au plan des circonscriptions, au niveau des circonscriptions, là également, nos députés ont été actifs malgré la modicité de leurs moyens. Dans la perspective du renouvellement des membres de la représentation nationale, avec les élections couplées législatives et municipales à venir, les députés du parti ont opté de consacrer les travaux de ces deuxièmes journées parlementaires de l'année 2012 sur la solidarité entre anciens députés et députés en exercice. Une initiative que salue le secrétaire exécutif national du CDP. Tous les parlementaires, tous les députés de la mandature qui s'achève ne seront pas tous encore à l'Assemblée. Donc, mais ils ont acquis des expériences, ils ont acquis des connaissances, ils ont été utiles pour notre pays et ils doivent continuer à mettre donc ce qu'ils ont pu apporter au service de ce pays. Au cours de ces 2 jours de travaux, les élus nationaux auront en outre à échanger avec le président de l'Assemblée nationale et le ministre de l'économie et des finances sur le budget 2013 qui sera voté au cours de la dernière session de la législature qui s'ouvre le 26 septembre prochain. Et sans transition, une excursion touristique s'invite dans cette édition. Le site touristique de Laongo est plus que jamais accessible. Avec le tronçon Zignaré-Boutenga bitumé, le symposium de sculpture sur granit à ciel ouvert n'est plus qu'à une trentaine de minutes de la capitale. Franck Soubaïga et Marguerite Douagneau ont pris la destination Laongo et voici leur constat. Encore plus accessible depuis 2 ans. Le site touristique de sculpture sur granit n'aura jamais été aussi proche de Ouagadougou et cela grâce à ce nouveau goudron. Le tronçon Boutenga-Zignaré ainsi bitumé, c'est une aubaine pour ce site touristique et culturel dont on peut dire sans risque de se tromper qu'il est l'un des plus visités au Burkina. Le site est désormais à peine 30 minutes de route de la capitale. Le label Lango, qui est la marque déposée du Faso, attire chaque jour des visiteurs nationaux ou étrangers. J'ai observé de très belles sculptures, c'est vraiment beau, et particulièrement celui qui symbolise les différentes cultures africaines. Et je n'ai pas eu suffisamment de temps aujourd'hui pour tout voir, et j'espère que la prochaine fois j'aurai le temps de visiter tout le parc, parce que c'est exceptionnel ce parc. C'est un vrai travail d'artiste qui a été fourni ici. Le concept de musée à ciel ouvert fascine et impressionne par son originalité et comme André, les visiteurs qui résistent difficilement à l'envie de revenir à Lango n'auront plus aucune difficulté à le faire. Car si l'on en croit à notre touriste du jour, visiter ce site est un voyage pour se ressourcer et communier avec la nature. Et c'est vrai que la route ainsi bitumée, le site reçoit encore plus de visiteurs. C'était en décembre 2010 voilà, qu'on a pu avoir ce goudron-là. Et aujourd'hui, ça nous facilite en tout cas au site. Voilà, donc on reçoit en tout cas plein de visiteurs. Voilà. Mais même si on recevait plusieurs visiteurs, mais avec ce goudron, on reçoit encore plus de visiteurs. Le village opéra de Lango, un autre rêve d'un autre artiste passionné devenu réalité au Burkina Faso et qui offre aux touristes un double motif de visite. Les travaux de construction de ce complexe culturel et artistique se poursuivent et les premiers élèves ont commencé les cours depuis la rentrée scolaire 2011-2012. Pour ceux qui hésitaient à visiter ce haut lieu de la culture et du tourisme, Lango réserve toujours une surprise.
Toujours en culture, et là on parle musique avec un retour en force de l'artiste musicien Mandoé. L'ex-Hélène retrouve le micro avec une série de concerts prévus pour la promotion de son nouvel album. L'artiste et son staff a convié la presse à une conférence de presse au cours de laquelle l'album a été présenté. Évariste Kambari. Et revoilà Mandoé sur scène au Burkina Faso avec son tout nouvel album solo intitulé Dari. C'est la première sortie du musicien après la rupture du groupe Yélène. Ce nouvel album, c'est que des remises en cause seulement en fait. Même si je parle par I'm Lion, je ne suis qu'un lion qui se remet tellement en question, qui sait qu'il vit dans un environnement et qui reste juste que le fou de la société. Tu essaies juste de peindre un peu ce qui se passe autour de toi. Face à la presse, Mandoé lève le voile sur sa nouvelle galette. Un album de 15 titres qui danse sur l'afro-pop. La sortie de cet opus sera accompagnée par une série de concerts à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Nous, on va essayer de proposer un plateau de rêve. Et puis maintenant, ceux qui vont effectuer le déplacement, qu'ils viennent non seulement pour faire la fête avec nous. 50% des recettes du concert de Ouagadougou seront affectées à la construction du mur de l'école de Songré à Tampouyi. Un vieux projet qui a l'appui du parrain Pascal Yembouani Tombiano. Celui qui peut nous amener du fer, il nous amène du fer. Celui qui peut nous donner des planches, on est preneur. Celui qui peut nous amener des agrégats, ok. Bien sûr, il y a la question du ciment, on parle de tonnes, quelques tonnes de ciment. Il faut beaucoup de ciment pour construire ce mur. Et donc, je lance véritablement un appel à toutes les bonnes volontés pour nous appuyer afin que ce projet aboutisse. Le souhait des élèves et des riverains de l'école Songré de Tampouyi est de voir le mur sortir de terre. Mais avant, il faudra faire le déplacement au concert de Bobo-Dioulasso prévu pour les 21 et 22 septembre à l'Institut français et au concert de Ouagadougou prévu pour le 29 septembre à la Maison du Peuple. Donc on essaie déjà le Ballon d'Or qui récompense les meilleurs footballeurs dans le monde. Aujourd'hui, au Burkina, il faudra se familiariser avec l'étalon d'or. Le trophée va couronner le meilleur étalon en club, mais aussi en équipe nationale. Il sera bien entendu jugé sur sa performance sur une période donnée. Le projet a été présenté à la presse. Yacouba Ouedraogo et Jérôme Tiendrebego nous en parlent. Le football est un sport collectif. Mais ce trophée, lui, est bien individuel. L'étalon d'or, un événement footballistique qui se veut annuel avec une double vision. Inciter les joueurs à améliorer leur performance, surtout en équipe nationale, et créer une union sacrée autour des étalons. En discutant avec les footballeurs, être élu comme le meilleur footballeur d'un pays, c'est tout. Je pense qu'après vouloir valoriser ça, dire que ça vaut... je pense que ça vaut tout l'or du monde pour celui qui l'a. Pour désigner ce meilleur joueur des étalons, un jury de 9 personnes représentant des institutions a été mis en place. 11 candidats potentiels ont été présélectionnés sur la base de critères bien définis. Le rayonnement collectif du joueur, le rayonnement individuel et le fair play. Ça, c'est des conditions qui sont objectifs que nous allons en tout cas être rigoureux là-dessus. On est au moins patriote. Et donc on tient compte, on met beaucoup d'accent sur son rayonnement au niveau de l'équipe nationale. S'il joue bien dans son club et qu'il vient en équipe nationale et lève le pied, nous aussi on va lever des points. Pour le reste, le vote du public compte pour 60% et permettra de désigner 4 meilleurs, puis 2, et enfin celui qui repartira avec ce prestigieux trophée le 22 décembre prochain. Il faut donc encore prouver, et cela passe sans doute aussi par le match retour du 13 octobre prochain face à la Centrafrique, dernier virage pour la qualification à la CAN 2013. Toujours en sport, sachez que l'AS Sonabi s'est offert sa deuxième victoire en battant l'adhésif de Bobo à 67-43. La deuxième journée des phases finales de la Kaiser Basket League a également mis aux prises le RCK et l'AS Sonabel. Et c'est le club du Kadiogo qui l'a remporté sur le score de 63-41. La troisième journée homme nous offre un derby bobolais entre l'USFRAN et l'adhésif à 19h30 ce jour au Palais des Sports de Ouagadougou. À 21h, l'AS Sonabi sera
face à l'AS Sonabel. Mais avant, à 18h, débute le top 3 dames avec l'opposition entre les championnes en titre de l'AS Sonabi et l'Adhésif. Dans l'actualité internationale, les tristement célèbres mineurs de Marikana en Afrique du Sud ont repris le travail après un mois de grève violente. S'ils ont obtenu gain de cause, d'autres mineurs de la région battent à leur tour le pavé pour exiger des augmentations salariales similaires à ceux de Marikana. Une prime unique de 190 € contre une reprise rapide du travail. Je suis ravi de ce qu'on a obtenu parce que dans l'histoire du syndicat national des mineurs, on n'avait jamais obtenu autant. Je suis content, on va pouvoir continuer le combat. C'est hier, en fin de journée, que les négociateurs sont parvenus à cet accord. Autour de la table, des visages marqués par l'émotion et la fatigue. La direction de l'ONMIN se défend d'avoir ouvert une brèche. Nous n'avons pas le sentiment d'avoir créé un précédent gênant. Nous étions face à une situation exceptionnelle. Nous avons dû prendre des mesures exceptionnelles. Pour en arriver là, il a fallu 6 semaines de grève, 45 morts et des jours de pourparlers. Pour ces mineurs qui ont vu 35 de leurs collègues tomber sous les balles de la police, la victoire a un goût amer. C'est injuste la façon dont ils ont réglé le conflit. La direction a envoyé la police pour nous tirer dessus. Jacob Zuma ne peut pas rester président après ça. Il nous a fait tirer dessus comme des bêtes. L'accord fera-t-il tache d'huile? Trop tôt pour le dire. Le travail reprendra demain à la mine de Marikana. Mais sur d'autres sites de la ceinture de platine, la grève continue. Aujourd'hui encore, la police a tiré des balles en caoutchouc pour